Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. La question du futur du travail était au fond celle que se sont posées en 1919 les fondateurs de l'Organisation internationale du travail, lorsque, dans le préambule de l'organisation, ils lui ont donné pour mission d'œuvrer à l'instauration, je cite la version française plus poétique, et nous allons voir plus difficile à interpréter que la version anglaise, en français, à l'instauration d'un régime de travail réellement humain. La version anglaise, c'est Human Conditions of Labour. En fait, cette notion de régime de travail réellement humain peut s'interpréter de plusieurs façons. La façon la plus exigeante serait de dire qu'il faut que ce soit le travail lui-même qui soit humain. Et la question qu'abordait à cette époque le monde industriel, c'était la déshumanisation du travail liée à la taylorisation. La consigne donnée aux masses ouvrières était de ne pas penser. On dit même qu'à l'entrée de certains ateliers, on écrivait « check your brain out ». Et c'est une injustice fondamentale toute une partie de l'humanité est condamnée à passer une partie de sa vie dans des tâches répétitives et décérébrées, alors qu'une autre partie était payée pour penser. Certains esprits, à l'époque, ont dit « voilà l'injustice fondamentale ». Ce devrait être ça notre objectif. Bruno Trentin, le regretté et grand syndicaliste italien, a écrit tout un livre pour rappeler ce débat qui a eu lieu après la Première Guerre mondiale, La Città del Lavoro, qui a été traduit en français il y a 2 ans. Un travail réellement humain, je ne pourrais pas mieux le décrire qu'en citant Simone Weil, je parle de la philosophe, qui écrit « Par le travail, la raison saisit le monde et s'empare de l'imagination folle. » Elle nous dit dans cette citation qu'il y a des enjeux de raison dans l'accès au travail. À la différence des robots, les hommes sont mus par des images. Augustin disait « nous marchons dans les images », des images de monde possible. Et le travail, c'est le lieu par lequel nous inscrivons ces images dans le réel. Et dans cette inscription, nous sommes confrontés à la réalité. Et c'est en cela que le travail s'empare de l'imagination folle, est aussi une école de la raison. Et c'est pourquoi je partage tout à fait l'inquiétude qui était évoquée tout à l'heure lorsque des pans entiers de la jeunesse aujourd'hui sont privés de cette expérience du travail. Donc l'interprétation forte du régime de travail réellement humain aurait dû conduire à s'intéresser au travail en tant que tel, the work as such. Mais, vous le savez, ce n'est pas l'interprétation qui a dominé, et on a plutôt raisonné en termes de conditions humaines d'un travail dont on admettait, dont on pensait à l'époque que la science voulait qu'il soit déshumanisé. Et ce consensus concernait aussi bien le monde capitaliste que le monde communiste, puisque Lénine ne cachait pas son admiration pour Taylor et voulait organiser toute l'Union soviétique à la Taylor. À partir de ce moment-là, le périmètre de la justice sociale s'est restreint à des compensations de cette déshumanisation. Compensation en termes de limite de temps de travail, en termes de montant des salaires, en termes de sécurité physique au travail. Et c'est ce pacte entre de la sécurité économique et physique et la subordination au travail qu'on a appelé l'emploi. Donc l'emploi a été le résultat de cette espèce de marchandage qui est à l'origine de l'État social, du welfare state. Aujourd'hui, les questions se posent en des termes différents parce que nous ne sommes sortis de cet âge, enfin pas complètement, les âges ne se succèdent pas, ils se mélangent l'histoire, mais le modèle de référence aujourd'hui de l'organisation du travail, ce n'est plus le modèle mécanique de l'obéissance passive à des ordres qui était le modèle taylorien,
un nouvel imaginaire nous domine, et pas seulement le travail, ça domine aussi l'organisation des États et de la société internationale, qui est un imaginaire plutôt cybernétique, et qui voit le travailleur non plus comme une sorte d'engrenage passif obéissant à des impulsions extérieures, mais comme à un ordinateur capable de réagir en temps réel, jour et nuit, aux messages qu'il reçoit pour réaliser son programme. À l'obéissance a succédé la programmation dans toutes les organisations, peut-être même à l'intérieur de l'OIT, que sais-je. C'est la gouvernance par indicateurs chiffrés qui permet une évaluation en temps réel de la performance. Cette nouvelle façon de ce qu'on appelait la direction par objectif, qui a commencé à être conçue juste après la Seconde Guerre mondiale, cette nouvelle façon de concevoir le travail porte en elle des opportunités de replacer la question du travail dans le périmètre de la justice sociale, parce qu'elle fait aussi courir des risques nouveaux. Elle fait courir des risques en particulier parce que ces nouvelles formes de travail impliquent une emprise cérébrale. Le travailleur taylorien, on lui demandait de se débrancher. Et aujourd'hui, le travailleur moderne, on lui demande de ne jamais se débrancher et, si possible, d'être disponible 24 heures sur 24. Et ces nouvelles formes de déshumanisation ne concernent plus seulement une masse de travailleurs subordonnés, elles concernent aussi les dirigeants, elles concernent les chercheurs évalués par les citations index et soumis à ce type de gouvernance, et elles concernent aussi l'organisation des entreprises, puisque, comme vous le savez, c'est sur les chaînes de production, la sous-traitance. On a vu apparaître cette figure si importante de l'entrepreneur dépendant qui, lui aussi, doit réaliser des objectifs, est évalué en fonction de ces objectifs. Donc nous avons une transformation complète des formes d'organisation du travail qui est liée, je le répète, à cet imaginaire cybernétique et donc qui dépasse simplement les lieux où fonctionnent les ordinateurs, qui sont un lieu important. Et ça devrait nous obliger à reconsidérer, bien entendu, les dispositifs juridiques visant à l'humanisation du travail. Ça redonne une actualité à quelque chose que affirme pour la première fois, à ma connaissance, la déclaration de Philadelphie en 1944, qui dit il faut donner, je cite de mémoire, c'est-à-dire imparfaitement, il faut donner à toute personne la possibilité d'avoir la satisfaction de donner la mesure de son savoir-faire dans un travail concourant au bien commun. Donc, on a, dès la déclaration de Philadelphie, une approche qualitative du travail. Et il me semble que c'est là que se joue le futur du travail. Est-ce que ces nouvelles formes d'organisation peuvent conduire à un enfoncement dans des nouvelles formes de déshumanisation du travail ou au contraire reposer la question d'un régime de travail réellement humain? Nouvelle forme de déshumanisation, je vous donne juste un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un travail inhumain? Dans le taylorisme, c'était de traiter l'être humain comme une machine à vapeur, un engrenage. Aujourd'hui, c'est le traiter comme un ordinateur, c'est-à-dire l'enfermer dans un système de signifiants quantifiés, la plupart du temps sans signifier, et de l'exposer aussi ainsi au risque du délire. C'est un risque que les chercheurs connaissent particulièrement bien. Dès que vous êtes derrière une page blanche ou un écran coupé du réel, vous êtes menacé de délirer. Mais c'est un risque que courent aussi aujourd'hui les ingénieurs de la finance. Et plusieurs affaires récentes ont montré comment, au cœur même du dispositif d'organisation économique moderne, on a de jeunes gens qui se mettent à délirer, entraînant leurs entreprises dans des désastres financiers qu'on ensuite impute à leur seule responsabilité. En France, on a eu l'affaire Kerviel, par exemple, qui est un cas assez intéressant à organiser. Donc il y a de nouvelles formes possibles de déshumanisation qui ont été repérées autour de ce qu'on appelle les risques psychosociaux, parce que ça s'est traduit par l'apparition de risques
à la santé mentale ignorée du monde industriel, dont la part la plus visible, ce sont les suicides au travail, mais dont il y a une part beaucoup plus importante. Alors, dans ce contexte, nous sommes obligés, quand on pense au travail, à sortir des catégories de l'emploi. Ça ne veut pas dire que l'emploi disparaît, mais on est obligé de penser au-delà de l'emploi et de revenir à la notion de travail pour envisager non seulement le travail salarié subordonné, qui n'a pas disparu. Il suffit d'aller circuler en Chine où le travail subordonné, ou même dans les modes de distribution commerciale industrialisée, ces formes de travail n'ont pas disparu, mais elles ne sont plus qu'une partie du tableau. Une grande partie aussi, c'est ce qu'on peut appeler le travail informel dans des vastes régions du monde, qui est une sorte qui sont à la limite de l'auto-entrepreneur. La caractéristique de toutes ces nouvelles formes du travail, j'ai essayé de la définir comme un rapport d'allégeance. Ce qui nous ramène à des catégories en fait du droit féodal. On vous donne une tâche et on vous donne une certaine autonomie pour la réaliser et on adjoint à cela un certain nombre d'indicateurs de performance et éventuellement un certain soutien qui vient à cela. Et ça transcende la distinction du travail salarié ou de ce qu'on appelait le travail indépendant. Alors sur cette base, et je vais en arriver à ma conclusion, nous aurions besoin sans doute d'une politique du travail qui se déploierait aux différents niveaux d'organisation du travail. Il y a le niveau individuel que je viens d'évoquer, qui exigerait, si on repart de la notion du travail, on ne peut plus se limiter au travail salarié. Ça veut dire par exemple que cette obsession, ce mantra actuel de beaucoup de politiques, la suppression du repos dominical. Ils sont obsédés par ça. J'essaie de comprendre pourquoi. C'est le dernier rythme collectif. C'est l'équivalent des places publiques en matière sociale. Il y a un temps du monde où ce n'est plus consommer et produire, c'est autre chose. Et ça, il y a quelque chose d'insupportable là-dedans. Moi, ça m'évoque toujours une remarque que faisait le président de la Chambre de commerce de Lyon pour encourager la colonisation de l'Afrique. Il disait « Civiliser, c'est apprendre aux gens à travailler pour acheter et dépenser ». Il me semble que cette conception de la civilisation est un peu trop restreinte. Et si je parle du travail dominical, c'est que arracher les pères et les mères à leurs enfants le dimanche pour les faire travailler, ça a un coût en termes éducatifs. Ensuite, on ne peut pas pleurer hypocritement sur le fait qu'on a des enfants qui ont perdu leurs repères si l'on s'emploie à démanteler ce qui sont les cadres éducatifs. Donc, à partir du moment où vous raisonnez en termes de travail, de tâches, vous êtes amené à prendre en compte ces tâches non marchandes qui sont extrêmement importantes pour la société. Donc, il y a ce niveau du travail individuel. Le deuxième niveau, c'est celui de ce qu'on appelle l'entreprise, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre. Il me semble que c'est de l'intérêt des entreprises, et les plus performantes d'entre elles l'ont compris, de parier sur un travail réellement libre et créatif. Car le travail programmé est condamné à la répétition du même. Et l'un des problèmes qui se pose actuellement en termes de découverte industrielle, c'est qu'on parle beaucoup de découverte industrielle, mais les grandes découvertes qui ont permis des vraies percées, les dernières datent des années 80. Et depuis, nous sommes dans l'innovation, qui est le perfectionnement de découvertes. Donc il est crucial pour les entreprises les plus en pointe de créer les conditions d'un régime de travail réellement humain, parce que c'est là que surgit du neuf, et pas seulement le travail de robot, qui ne peut pas faire ce type de découverte. Enfin, le dernier niveau, c'est ce que très pertinemment Robert Reich avait appelé « the work of nations », le travail des nations. Et là, ce n'est pas dans cette enceinte que je vais rappeler, puisque je parlais de la déclaration de Philadelphie, que l'espérance à la fin de la Seconde Guerre mondiale était de créer un monde de coopération entre les nations, de solidarité entre les nations face à des objectifs de justice sociale. Et les pays du Sud ont demandé... Alors, il y a eu la charte de la Havane, qui a été un échec. Les pays du Sud sont revenus à plusieurs reprises avec cette demande. À ma connaissance, le dernier texte adopté en ce sens, c'est une charte de 1974 des Nations Unies, qui essayait de promouvoir une solidarité nord-sud, disons. Devant les échecs répétés de ces tentatives,
les pays du Sud se sont convertis à ce qu'on leur proposait, la lutte de tous contre tous, le monde comme un grand marché où chacun doit faire valoir son avantage comparatif. Et ça a engagé les pays dans une course à la surexploitation du travail, à la surexploitation de la nature, et il serait temps, sans doute, de revenir à l'idée de solidarité et une politique commune du travail qui aurait aussi l'avantage de prendre en considération les enjeux d'environnement. Parce que l'idée de voir le monde comme une espèce de vaste supermarché où chaque pays sera une sorte de boutiquier spécialisé dans un produit où les produits circuleraient, demeure aveugle à l'impact écologique considérable des transports, par exemple, et à l'intérêt qu'il y a au circuit court. Il y a un lien étroit. Le travail, c'est le lieu où nous nous inscrivons dans la nature, et par conséquent, les questions du travail et la question de l'environnement sont absolument indissociables. On le voit en Chine aujourd'hui, enfin, par exemple. C'est évident que la façon de concevoir le travail est liée à l'environnement. Pour terminer, vous voyez bien que ce que je viens de dire ramène à cette question de la justice des échanges et de la justice des échanges du commerce, qui là déborde, n'est pas l'affaire simplement du BIT, mais les enjeux sont très lourds en ce domaine, et c'est des enjeux de paix dans le monde. Ça aussi, dès 1919, on l'avait dit, pas de paix durable sans justice sociale. D'autres l'avaient dit avant sous une autre forme. Les canuts de Lyon avaient pour devise « vivre en travaillant ou mourir en combattant », ce qui veut dire que la privation de travail, il y a des enjeux de guerre. Et j'ai été frappé en discutant il y a quelques jours avec un collègue historien sénégalais. Il m'a dit « les jeunes dans notre pays ont mis pendant longtemps leur espoir dans l'éducation, les diplômes. Ils n'y croient plus. Maintenant, le défi, c'est l'émigration. Et leur mot d'ordre, c'est Barcelone ou mourir. » Il me disait en Wolof, et en Wolof, ça sonne. C'est Barcelone ou la mort. Il y a donc, derrière ces questions d'un régime réellement humain du travail, des enjeux qui ne sont pas seulement économiques, qui sont aussi des enjeux anthropologiques et géopolitiques. C'est dire l'ampleur de la tâche et de vos responsabilités, monsieur le directeur général.